Donald Trump menace Poutine. Poutine réplique très rapidement avec force et ferveur. C'est chaud, ça bouge encore une fois. On en a parlé il y a 2 jours. Je crois qu'il est essentiel qu'on essaie de décortiquer un tout petit peu ce qui se passe. Monsieur Poutine dit qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur des États-Unis d'Amérique. La Russie ne fléchira jamais le genou devant qui que ce soit. C'est une nation respectable. Monsieur Poutine dit les nations respectables ne prennent jamais de décisions sous pression. Parlons ainsi de la pression qui est actuellement appliquée par Donald Trump. Il a aussi mis en garde Monsieur Trump, disant « Si vous osez donner les missiles de long range à l'Ukraine, vous en subirez les conséquences directement. » C'est chaud. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de faire ça? Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. Merci. Nous sommes encore une fois en Russie et c'est chaud cette fois-ci. Monsieur Trump a commencé par dire qu'à chaque fois que je parle à Vladimir Poutine, les conversations sont bonnes, mais elles n'aboutissent à rien. Cela dénote clairement d'un ras-le-bol, d'une fatigue chronique de dealer avec une personne qui paraît difficile. Est-ce que Monsieur Poutine est difficile? Ou Monsieur Poutine n'est simplement pas en train de se courber sur tout ce que Monsieur Donald Trump demande? Monsieur Trump vient de frapper la Russie et a visé les 2 grandes compagnies pétrolières qui contribuent, selon le secrétaire général américain de Trésor, à la machine de guerre du Kremlin, c'est-à-dire 110 milliards de dollars par an de production. On parle ici de Rosneft et Lukoil, les 2 plus grandes compagnies de production de pétrole russes, sont ciblées dans les sanctions. Vous vous dites certainement que ce n'est pas nouveau. Ah si, c'est très nouveau. Ceci n'avait encore jamais été tenté dans le passé. En effet, même avec son prédécesseur Joe Biden et les Européens, ils avaient encore jamais essayé de sanctionner les compagnies de pétrole. Pourquoi? Pour une raison bien claire. La Russie étant la 3e plus grande productrice de pétrole dans le monde, elle est très nécessaire dans la circulation et l'équilibre pétrolier dans ce monde. C'est-à-dire, si vous sanctionnez la Russie et que personne ne puisse acheter ou vendre le pétrole russe, qu'est-ce qui risque de se passer? Il n'y aura pas assez de pétrole qui coule dans le monde entier à suffisance. Ce qui se passerait, c'est que le prix du pétrole va grimper drastiquement. Ça deviendra beaucoup plus cher. Parce que je vous rappelle ici que quand le prix du pétrole grimpe, le prix de tout grimpe. La nourriture, la boisson, les habits, le comptoir, tout. Pourquoi? Tout ce qu'il y a comme marchandise a besoin de pétrole pour circuler. Le déplacement et tout le bazar, on a besoin de pétrole. Les bateaux, les navires, les avions, on a besoin de pétrole. Donc la Russie étant sanctionnée, il n'y aura pas assez de pétrole disponible dans le marché. Comment les sanctions se traduisent pour les acheteurs? Alors M. Trump voulait sanctionner pas seulement le pétrole, il voulait aussi sanctionner ceux qui achètent le pétrole, donc des sanctions secondaires. On voit ici pour les acheteurs, comment seront-ils affectés? Les acheteurs ne pourront malheureusement plus utiliser les banques traditionnelles pour faire leurs achats directement à Rosneft ou Lukoil. C'est-à-dire comme c'était fait rapidement, on écrit juste un nombre et on envoie de l'argent, ça ne se fera plus comme ça. Il se faudra se faire de manière alternative. Et alternativement, jusque-là, c'est encore très compliqué. Cependant, des banques indiennes et chinoises, évidemment, veulent faciliter ces transactions avec les entités russes. Mais ces banques, désormais, seront aussi sanctionnées par les Américains. Donc, quel pays veut être sanctionné par les Américains aujourd'hui? Aucun pays, même pas la Chine, ni l'Inde. Donc, déjà, la Chine qui est soutien fervent de la Russie, a retiré certains achats de la Russie. Malheureusement, jusque-là. Voilà pourquoi la pression est réelle et M. Poutine réagit. Sinon, il ne réagirait pas. En effet, Trump et Poutine étaient censés se rencontrer à Budapest pour aller avoir une discussion sur comment finir la guerre. Évidemment, ces discussions se passent entre les deux. Les Européens ne sont pas inclus et ils n'aiment pas ça. Le Premier ministre anglais, Macron et tout le bazar n'aiment pas le fait que Trump essaie de discuter avec Poutine tout seul. Poutine, lui, au revers, le fait lui-même parce qu'il veut prouver au monde qu'il en est capable. Ayant déclaré déjà dans le passé qu'il était le meilleur négociateur du monde, il voudrait surtout ne pas manquer cette opportunité de démontrer au monde de quoi il est capable. Et aussi, vous savez, Poutine voudrait avoir le prix Nobel de, je sais pas, de paix ou, enfin bref. C'est ça. Donc, pour lui, il souhaiterait le faire tout seul. Mais jusque-là, ça paraît pas facile du tout. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on a annulé ce sommet de conversation entre Poutine et Trump? Je vous rappelle qu'ils en avaient eu déjà en Alaska pour essayer de discuter, trouver la fin. Maintenant, ils étaient censés se rencontrer à Budapest. Quelles sont les raisons pour lesquelles cette histoire a échoué? C'est très simple. C'est parce que M. Poutine a l'impression que M. Trump ne l'écoute pas. Vladimir Poutine a bien dit lui-même qu'il pense sincèrement que M. Trump cherche la paix. Mais il pense aussi que M. Trump ne l'écoute pas. C'est-à-dire ne comprend pas tout à fait ce qu'il est en train de dire. Alors de quoi parle-t-il là? Les Russes ont des conditions pour la paix. Avant de passer à la paix, il y a des conditions. Condition numéro 1. Contrôle total du Donbass, Donetsk. Les Russes veulent contrôler le Donbass.
La Russie exige que toutes les régions de Donetsk soient cédées avant toute négociation de paix. Donc, que les Ukrainiens cèdent. Reconnaissance des territoires annexés. Moscou veut réclamer la reconnaissance internationale de son contrôle sur les territoires tels que la Crimée, qu'ils ont pris en 2014, Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson. Évidemment, ce sont des régions qui sont reconnues comme des régions russophones et les Ukrainiens seraient hostiles à ces régions d'après les Russes parce que d'après eux, ces gens-là sont plus pro-russes qu'ils ne sont pro-ukrainiens. La Russie veut la démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire l'Ukraine doit réduire sa capacité militaire désormais et cesser de recevoir des armes occidentales. Parce que ceci, évidemment, est perçu comme agressif à l'égard de la Russie. Une clause de neutralité. L'Ukraine doit s'engager à ne jamais rejoindre l'OTAN. Jamais. Il doit vous brûler sur œuvre de l'OTAN. Jamais. Et jamais, ni jamais héberger quoi que ce soit comme base militaire étrangère. L'Ukraine ne doit pas rejoindre l'OTAN, ni héberger une base militaire quelconque de l'étranger. Parce que je vous rappelle ici que si on plaçait une bombe atomique dans les éléments nécessaires à partir de Kiev, c'est 5 minutes pour atteindre Moscou. Donc il n'y a vraiment pas de moyens de défense. Alors les Russes ne veulent pas percevoir ça. Je vous rappelle qu'avant les années 90, l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Et avec le temps, après les négociations échouées de Berlin, contrairement à leur promesse initiale, l'OTAN a commencé à gagner du terrain et à prendre des pays et tout le bazar. Et la Russie perçoit que l'OTAN n'a pas été honnête par rapport à ça. Même si l'OTAN a dit qu'ils n'avaient jamais signé de contrat, c'était un accord oral. Alors, 2 grandes entreprises russes ont été sanctionnées. Ça sera dur pour la Russie. Monsieur Poutine l'a reconnu. Il dit ça sera dur, mais on ne s'inclinera pas. On n'a pas peur. Nous sommes une nation respectable. Et aucune nation respectable ne prend des décisions sous pression. Donc, on ne le fera pas du tout. La réponse de Poutine est claire. Après les sanctions américaines contre Rosneft et Lukoil, Poutine a dit les sanctions sont sérieuses pour nous. Mais nous ne plierons pas sous pression de l'Occident. Il a aussi dit, encore une fois, après la question qui lui a été posée par un journaliste, qu'au cas où M. Trump désirait donner les armes aux Ukrainiens. Parce qu'évidemment, on connaît M. Trump n'est pas le genre de personne à vouloir plier bagage dans les négociations. Il veut toujours gagner. Il applique toujours la pression. Son ego est surdimensionné. C'est une personne qui ne sait naturellement pas reculer, à moins qu'on le pousse à le faire. Alors, M. Trump, dans le passé, a refusé de donner des armes de longue portée à l'Ukraine. Bien que les États-Unis aient donné des attaques et d'autres missiles. Attackams sont à 300 km de portée. Les Anglais ont donné des Storm Shadow à 350 km. Il y a eu Harpon à 286 km. Mais Tomahawk américain, que les Ukrainiens veulent désespérément, peut tirer jusqu'à 1800 km à l'intérieur de la Russie. M. Trump, bien qu'il ait eu des conversations selon lesquelles il exploitait la possibilité de donner ses armes à l'Ukraine, il n'a jamais vraiment été sérieux par rapport à ça. Et maintenant, on pense que puisqu'on vient de sanctionner la Russie et que Trump n'aime pas les gens qui lui résistent, il essaie de frapper encore plus dur. Alors dans ce cas, ira-t-il au point d'autoriser l'Ukraine de faire usage des Tomahawk et frapper à l'intérieur de la Russie? M. Poutine a été très clair par rapport à ça. Si ça arrive, il y aura des conséquences effroyables. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qui raconte de bobards dans cette histoire? A-t-il raison, M. Trump, de prendre des décisions que ni son prédécesseur, ni les Européens n'ont pris jusque-là? Sommes-nous en train de nous voir très vite courir vers une inflation inouïe, les hausses des prix, les difficultés d'achat et beaucoup d'autres histoires? Est-ce que vous pensez que ça en valait la peine dans une guerre qui dure plus de 3 ans maintenant? Pensez-vous peut-être que c'est la seule façon de faire venir M. Poutine autour d'une table de négociation? Faudrait-il aussi ignorer les demandes de M. Poutine qui sont très claires? Les demandes fondamentaux, la reconnaissance des territoires annexés, tels que le contrôle de Donetsk, la reconnaissance des territoires annexés, la démilitarisation de l'Ukraine, les clauses de neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire pas d'OTAN et pas de base militaire étrangère, où il faudrait simplement continuer tel que Donald Trump le veut. Est-ce que vous pensez peut-être que la raison pour laquelle on en est arrivé là, c'est parce que M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, est habitué à faire les choses comme lui il veut et n'est pas habitué à avoir des gens qui lui résistent? Alors là, peut-être serait la justification pour laquelle il a fallu faire quelque chose que personne d'autre n'avait encore fait dans le passé pour asseoir sa force et son pouvoir. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde actuellement. On va essayer de toucher rapidement quelques points pour voir ce qui est important pour nous jusque-là. Premièrement, on va aller au Burkina Faso. Là, on accuse le gouvernement d'avoir enlevé 6 juges, quelques avocats et des journalistes. Ils ont disparu ce mois d'octobre 2024. Alors la question qui se pose, c'est laquelle? Est-ce que M. Traoré ne serait pas ce qu'on pensait au départ? Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Les gens n'ont-ils pas le droit d'exprimer leurs sentiments? Ou pas? On va le découvrir tout de suite. On va aller en Allemagne, où les Allemands ne veulent plus des Ukrainiens. Un dirigeant allemand veut que les Ukrainiens rentrent chez eux et participent à leur guerre. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de fuir. On va essayer de décortiquer cette histoire et comprendre pourquoi c'est important pour vous. Ensuite, on va aller aux États-Unis d'Amérique, là où Elon Musk vient de dire un truc incroyable. Il vient de dire qu'il lui faut recevoir au moins 25% de Tesla parce qu'il doit avoir des décisions à faire sur quoi? Sur la création d'une armée de robots. C'est-à-dire, il y a une armée de robots qui est en train d'être créée par Tesla. Et Elon Musk n'ayant que 13%
50% de part, réclame au moins 25% parce qu'il ne veut pas être sans pouvoir au moment où il faudra décider sur comment cette armée de robots va agir. C'est la fin du monde, les amis. On y va. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. On se sent bien, ça fait du bien. On va faire ça s'il vous plaît, ça vous coûte rien, ça nous fait du bien. L'objectif ici, c'est de voir un peu très rapidement ce qui se passe autour du monde et en quoi c'est important pour vous. On va au Burkina Faso, voilà. Un très beau pays, un merveilleux peuple. Un lieu très intéressant. Si vous n'avez jamais été, je vous encourage vivement d'aller jeter un coup d'œil. Alors au Burkina Faso, il y a des accusations qui sont faites. On accuse au moins 6 juges, des avocats, plusieurs journalistes, seraient enlevés et détenus en octobre 2025. Ça, c'est beaucoup de personnes. Ces disparitions s'inscrivent dans une campagne plus vaste militaire contre la contestation de l'indépendance judiciaire et la liberté d'expression. Évidemment, ce sont des choses qui sont dites par Human Rights Watch. Human Rights Watch, généralement, on le perçoit comme un mouvement pro-occidental, mais dans quelques cas, quand il raconte des histoires sur comment les choses se passent en RDC, comment les gens sont massacrés, on dit ils font un bon boulot. Il faudrait en tout cas pas sélectionner seulement quand est-ce qu'il faut dire qu'ils font un bon boulot ou pas, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'au Burkina Faso actuellement, il y a au moins 6 juges qui ont disparu, des avocats et plusieurs journalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé lever la voix sur des points dont le gouvernement n'est pas tout à fait d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Sont-ils en train de dire la vérité? Est-ce que M. Ibrahim Traoré, que nous aimons tous et qui est adulé par beaucoup de peuples dans le monde, ne serait pas la personne que l'on pensait? N'y a-t-il pas de liberté d'expression au Burkina Faso? Personne n'a-t-il le droit de s'exprimer ou de contester quoi que ce soit? Parce que nous sommes encore dans un régime où il faut exfiltrer ou bouter hors du territoire des terroristes. Si c'est ça le cas, ça prendra combien de temps? Jusqu'à ce que les gens aient la capacité de pouvoir s'exprimer. Alors le contexte, on est en train de lire le contexte que donne Human Rights Watch. Ils disent que depuis 2024 à 2025, plusieurs personnes seraient enlevées par les services de renseignement et forcées à rejoindre l'armée. Plusieurs personnes ont été forcées à rejoindre l'armée. Et certains avaient publiquement, d'après eux, critiqué ou démenti la manière dont le gouvernement présentait la guerre contre les insurgés djihadistes. En effet, il y a eu des personnes qui ont essayé de contrer la rhétorique gouvernementale, disant que la guerre au Burkina Faso, ce n'est pas aussi grave que l'on le prétend. En fait, l'objectif de M. Traoré est de se garder au pouvoir aussi longtemps que possible, prétextant c'est à cause d'une guerre contre les djihadistes qu'il ne peut pas organiser les élections. Et ces personnes pensaient que M. Ibrahim Traoré n'est pas aussi populaire qu'il le prétend. Okay? C'est de la propagande. Et M. Traoré doit organiser les élections. Nous savons que en ce moment-là, il y a eu quelques journalistes qui étaient arrêtés et envoyés au front, évidemment pour voir la réalité sur place, afin de dire à tout le monde s'il y avait vraiment une guerre effroyable ou pas. Bon, quand vous faites des statements, vous dites au public que la guerre n'est pas aussi atroce qu'on le prétend, ce n'est pas aussi grave. N'est-ce pas la meilleure façon de vous faire changer la vie en vous emmenant voir exactement sur place? On a vu des images des personnes s'excusant, disant qu'en réalité, ils n'étaient pas très bien informés. Est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils voulaient le faire? Ou bien ils ont fait ça parce qu'ils ont été forcés? Point d'interrogation. Il y a aussi un cas très intéressant de M. Kalifara Serré, un ancien haut fonctionnaire devenu journaliste qui avait été enlevé, d'après le rapport, au mois de juin 2024, après avoir émis en question la propagande de la junte, d'après eux. C'est eux qui appellent junte, c'est pas moi, hein? C'est eux qui disent junte. Notamment les photos du président Ibrahim Traoré faisant un don de sang. Donc le monsieur avait contesté cette histoire, disant que voilà, c'est de la propagande. M. Traoré n'est pas aussi bon qu'il le prétend. Écoute, n'importe qui pourrait donner du sang, c'est ça. Nous, on veut des élections, il faut que les choses changent. Autant ça pourrait sonner injuste, ok? Je pense que dans chaque institution, il doit y avoir des modus operandi. En Ukraine, par exemple, pendant la guerre contre la Russie, tous les partis politiques qui étaient élevés dans un standard neutre étaient éteints carrément. Okay? Le gouvernement ukrainien a exigé à ce que chaque parti, qui n'était pas nécessairement pro-russe, mais chaque parti qui voulait la paix avec la Russie, soit tué immédiatement. Ils n'ont plus opéré, ils ont arrêté de travailler parce qu'ils étaient un peu neutres d'après le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils devraient avoir, d'après eux, leur rhétorique uniforme. On ne peut pas avoir une guerre avec un ennemi pendant qu'il y a des gens qui disent non, c'est difficile, n'est-ce pas? On peut pas faire une guerre contre quelqu'un pendant que quelqu'un te tire de derrière, même s'il fait partie de ta famille. Tu as besoin de liberté pour envoyer des coups. Et en Ukraine, on a senti que voilà, il était peut-être important que l'on taise ces personnes jusqu'au moment opportun. D'ailleurs, on a même tué des églises. L'église orthodoxe en Ukraine avait été tuée, carrément, parce qu'on a trouvé qu'ils avaient trop d'affinité avec la Russie. Bon, les gens n'ont pas fait du bruit par rapport à ça. Human Rights Watch n'a pas fait d'écriture par rapport à ça, n'est-ce pas? Ils n'ont pas dénoncé le fait que l'église avait été fermée. Est-ce que tous les personnages de l'église étaient carrément associés à la Russie? Absolument pas. Est-ce que tous ceux qui partaient à l'église à l'époque étaient pro-russes? Absolument pas. Voulaient-ils tous la paix avec M. Poutine? Absolument pas, mais l'église a été fermée. Les partis politiques aussi, personne n'a condamné. On a dit que l'Ukraine a besoin d'uniformité mentale pour avancer et évoluer. Ça a été justifié. Mais pourquoi au Burkina Faso, on a fait toute une histoire? Est-ce qu'en Ukraine, les gens n'ont pas été restreints, arrêtés par le gouvernement? Absolument, il y en a eu beaucoup. Mais on n'a pas mis d'emphase par rapport à ça. Ce n'est pas pour dire que si ça se fait au Burkina Faso, c'est acceptable. Ce n'est pas ce que je dis. L'objectif ici final, c'est pour que les Burkinabés soient heureux. Ok? On ne veut pas avoir des Burkinabés qui périssent
crise, qui souffrent, qui sont en difficulté. On pourrait aussi comprendre pourquoi un gouvernement local, logique, ne voudrait pas qu'il y ait des apports négatifs par rapport à leur travail acharné qu'ils font. Et bien, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que M. Traoré est peu à peu en train de se transformer en un autoritaire, ou bien M. Traoré est en train d'appliquer un système tout à fait justifiable dans les conditions dans lesquelles ils sont? Maintenant, nous partons en Ukraine. En Ukraine, en effet, c'est en Allemagne que nous allons. Le chef d'un parti politique allemand réclame des mesures frénétiques dans l'afflux contre les Ukrainiens. Ok, d'après lui, il y a beaucoup trop d'Ukrainiens dans le pays. Ils doivent rentrer chez eux. Généralement, quand les Blancs disent ce genre d'histoire à propos des Noirs, les Noirs se fâchent, prétextant que c'est du racisme. Ah, ils sont racistes, ils aiment pas les Noirs. Voilà pourquoi ils veulent que nous partions. Pendant ce temps, bon, c'est apparemment pas tout à fait ça, parce que les Ukrainiens sont des Européens aussi. Un monsieur au nom de Marcus Soder dit que les Ukrainiens doivent rentrer chez eux et se battre. Ils doivent faire la guerre. Ils doivent défendre leur territoire. En tout cas, ils ne doivent plus fuir. Il demande à ce que le gouvernement allemand et que l'Union européenne force à l'Ukraine de retenir ses enfants, en tout cas ses garçons, dans le pays pour faire leur guerre. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens partant en Allemagne, ça veut aussi dire que l'Allemagne doit dépenser beaucoup plus d'argent dans beaucoup d'histoires. Ces déclarations, évidemment, sont suite à la décision de l'Ukraine en août 2025 de lever les interdictions, empêchant les hommes âgés de 18 à 22 ans de quitter le pays. Je vous rappelle ici qu'au début de la guerre, quand ça a commencé contre la Russie, l'Ukraine a saisi tout le monde, tous les hommes, ok? Tout le monde âgé de 18 à 60 ans devrait être circonscrit et aller faire la guerre, résister contre l'ennemi. De 18 à 60 ans, il faut aller faire la guerre. On n'a pas dit non, on laisse la guerre aux militaires. Oh non, il y a déjà des soldats qui font ça, nous on va danser. Oh non, on va les regarder au football, ils vont faire la guerre. Oh non, on va au stade parce qu'il y a concert. Non, tout le monde est 18 à 60 ans. Contrairement à quoi? Contrairement à la République démocratique du Congo, le pays de Kanyinda. Enfin, bref, je pense que c'est important, nous sommes tous africains. Si ça se passe au Cameroun, on doit en parler. Quand Biya est là pour toujours, le Cameroun mourra avant Biya. On en parle, n'est-ce pas? Parce que voilà, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique. En cherchant à faire venir tous les hommes à l'armée, il faut en parler aussi. Quand ça se passe en Côte d'Ivoire, c'est Madame Gbagbo qui va passer au bout. Il faut on parle partout. Il n'y a pas de limitation. En RDC, qui apparemment est en guerre contre le Rwanda et autre chose, 100 millions d'habitants, peut-être 80 millions d'hommes, je sais pas, au moins 60 millions au moins, bon, qui ne veulent pas faire la guerre. Les gens préfèrent faire la fête, aller danser, concert, machin, histoire. Il faut faire concert, c'est pas grave, mais il faut faire les concerts quand il n'y a pas de guerre. Il faut laisser la musique à ceux qui sont dans des pays où il n'y a pas de guerre. Là, il faut les laisser la musique. C'est ça. Il faut faire comme l'Ukraine. On peut pas commencer à pleurnicher sur un pays là, 8 millions d'habitants, mais vous êtes à 100 millions. Vous avez peur. Vous commencez à appeler l'Union européenne, l'Union africaine. On fait même ça. C'est quoi l'histoire là qu'ils font là comme ça? Bloquer la bouche là, ça a fini la guerre. Absolument pas. À un moment donné, il faut mettre sa culotte. Il faut pas pleurnicher. C'est dans cette mentalité qu'il y a des assaillants qui viennent dans votre maison, touchent les fesses de ta mère, tu regardes comme ça, on te force à coucher avec ta fille. Oh non, le Seigneur. Il y a même une vidéo là que j'ai vue là récemment. Là, monsieur là de l'AS. Au Mali. Oui. Au Burkina, oui. Au Niger, oui. Nous avons des armées qui veulent se battre. Ne compare pas avec la RDC. La RDC, ils veulent faire la musique, ils veulent danser, ils veulent louer Dieu. Laisse-les là-bas. Eux, ils ont un autre problème. Ici, dans le Sahel, nous avons affaire à des armées courageuses, déterminées. Quand les Assimi Goïta s'étaient battus, avaient marché sur Kidal, avant d'être arrêtés par qui? Par la France. Mais ils se sont battus. Ils n'ont même pas besoin de Français pour se battre. Ils ont dit, nous voulons les équipements pour nous battre. Quand les Burkinabés commandent les armes, la France bloque les armes parce qu'elle sait que les soldats burkinabés sont courageux, vaillants et qu'ils vont tuer ses amis les terroristes. Quand même, il y a des faits. On ne va pas aujourd'hui revenir. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire que les assaillants terroristes, ces djihadistes-là, n'ont jamais récupéré d'armes auprès de soldats qui les ont abandonnés? Voilà, c'est de ça dont je parle. Oui, les soldats aussi récupèrent les armes des djihadistes. Bon, bref, laissons la RDC tranquille. Je pense qu'il y a un concert ce week-end. Alors, voilà ce qu'on disait au départ. Quand la guerre a commencé en Ukraine, l'Ukraine a forcé à chaque homme de 18 à 60 ans de faire l'armée et défendre la patrie. C'était obligatoire. On n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit. Des fois, il faut prendre des gens de force parce que les gens ne réfléchissent pas. En fait, ils ont perdu la masculinité. Vous savez, en Ukraine, on ne prie pas beaucoup. Les gens qui prient beaucoup ont peur de la mort, pour la plupart. Non, je vous dis la vérité, il faut prier juste assez. Il faut pas trop prier. Quand tu pries trop, tu commences à expliquer tout. On a touché les fesses de ma mère, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Tu vois, même dans ce verset-là, on avait même touché l'épaule de la femme de Mathiadas. Mathiadas n'a pas tué. Mais Mathiadas a pleuré. Il a pleuré devant un roc et le sang a coulé. C'est ça. On va continuer. En Ukraine, on a dit de 18 à 60 ans. On va aller faire l'armée. Si de 18 à 60 ans, vous faites l'armée, d'accord. À un moment donné, au mois de 28 août 2025, le cabinet
cabinet de ministre ukrainien a approuvé la modification permettant aux hommes de 18 à 22 ans de voyager librement à l'étranger. Et cette mesure, évidemment, visait à encadrer les passages frontaliers en période de loi martiale et répondre à des pressions croissantes des familles et de groupes de jeunes. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui voulaient étudier à l'étranger, qui voulaient sortir. De ce moment-là, au mois d'août 2025, de 18 à 22 ans, vous pouvez partir. Alors, l'Allemagne dit à travers Markus Söber qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Alors, a-t-il raison ou pas? Ok, maintenant nous partons aux États-Unis d'Amérique, où Elon Musk dit qu'il faut faire très attention. Il voudrait avoir au moins 25% de Tesla pour empêcher à ce que les mauvaises décisions soient prises sur l'armée militaire de Tesla. On parle ici d'une armée de robots. Oui, les amis, vous entendez très bien. Ça vous fait penser à quoi? Toudoum, 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 toudoum. Ok. Terminator. Ça arrive. Les films, c'est pour vous prévenir de ce qui va arriver dans le futur. Ne vous en faites pas. Tout ce qui existe aujourd'hui avait déjà existé dans le passé. Le téléphone existait déjà dans les années 60. Le cell phone, téléphone portable. 60, ça existait déjà. Mais ce n'était pas entre les mains des civils. Ah oui, Elon Musk a soutenu que les robots humanoïdes pourraient transformer la société en remplaçant le travail manuel et en réduisant la pauvreté. C'est vers ça qu'ils partent. Secondo, Tesla a pour objectif de faire quelque chose de très intéressant. Elon Musk veut 1000 milliards de rémunération boursière s'il parvient à faire atteindre la valeur de Tesla à 4000 milliards de dollars. C'est-à-dire quoi? Tesla actuellement vaut à peu près 1000 milliards. Ok? Maintenant, Musk fait une promesse que s'il atteint 4 fois la valeur de Tesla, il voudrait avoir aussi 1000 milliards qui représentera 25% de bourse des parts de Tesla. Bon, on va expliquer calmement. Beaucoup de personnes pensent que Elon Musk est le propriétaire de Tesla. C'est d'une part vrai, mais il n'a que 13% des parts de Tesla. Okay? C'est ce qui lui appartient, 13%. Les autres parts appartiennent à des investisseurs et à beaucoup d'autres personnes. Okay? Lui, il a 13%. Et ça lui permet de prendre des très bonnes décisions à 13%, évidemment. Une rémunération boursière est une récompense qu'on donne généralement à un patron d'une très grande entreprise. Ça pourrait être un CEO, un PDG, après avoir effectué un travail énorme, après avoir accompli les objectifs de l'entreprise. C'est fait dans l'objectif de motiver le PDG afin d'atteindre ses objectifs finaux. Maintenant, dans ce cas, Elon Musk a demandé, je voudrais que l'on me donne 1000 milliards en valeur de bourse si je parviens à quadrupler la valeur de Tesla actuellement. Maintenant, en quadruplant la valeur de Tesla, il aura quoi? Les 1000 milliards vaudront 25% de Tesla. On est ensemble. Parce que Elon Musk voudrait avoir la capacité d'avoir des décisions à prendre en ce qui concerne l'armée de robots qui sera créée par Tesla. En d'autres termes, si la capitalisation boursière de Tesla atteignait 4000 milliards de dollars et que Musk détenait 25%, sa participation vaudrait 1000 milliards de dollars. Musk affirme que son objectif, ce n'est pas la richesse personnelle, mais le contrôle stratégique du futur de Tesla. C'est-à-dire, il y a le développement d'intelligence artificielle, le Tesla Optimus, robots humanoïdes, des robots en forme d'humains, qui seront des cuisiniers, des médecins, d'après lui les meilleurs médecins du monde, et ça pousserait à ce qu'il n'y ait plus de gens en train de travailler. Les véhicules autonomes, l'infrastructure énergétique et aussi l'armée robotique. Monsieur Musk dit ceci, il soutient que sans pouvoir avoir des votes forts, il ne se sentirait pas capable de diriger la vision de l'armée des robots de Tesla, craignant les interférences de la part des conseils de l'administration et des investisseurs. L'armée des robots arrive, les amis. Ce n'est plus du cinéma. L'armée de robots fait par Tesla arrive, mais il veut avoir contrôle sur cette armée de robots. Il ne veut pas avoir des interférences venant du conseil d'administration et des investisseurs sur comment on va utiliser cette armée de robots. Pour le reste, je vous laisse de réfléchir. Vous êtes des gens très intelligents. Aujourd'hui, évidemment, on a parlé du Burkina Faso. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que M. Traoré serait en train de devenir autoritarien ou bien M. Traoré fait ce qui est nécessaire pour le Burkina Faso? On a touché l'Allemagne, montrant ainsi que le fait de vouloir que les gens rentrent chez eux pour faire la guerre ou rentrent chez eux pour améliorer les choses n'est pas toujours un sentiment raciste. Parce que si c'était des Noirs, on dirait, en le justifiant, que c'était du racisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'y a-t-il à copier de ce système où on demande aux gens de 18 à 60 ans d'aller faire la guerre au nom de la patrie? On a parlé d'Elon Musk qui demande évidemment des parts, des positions. Je pense qu'il est important que l'on discute dans cette histoire dans le respect possible. Le président sénégalais est parti visiter le quartier général de Irembo à Kigali, Rwanda. Pourquoi? Pour sauver le Sénégal. La deuxième nouvelle très intéressante pour le Sénégal, c'est que le Sénégal et le Kenya viennent d'ouvrir leurs portes. Les anciens ont tous rêvé d'un moment où les Africains apprendront d'autres Africains. C'est-à-dire les professeurs seront africains pour des élèves africains. Ça sera une transmission de connaissances entre Africains.
les médecins seront africains, les pilotes seront africains, tout le bazar. Je pense que c'est glorieux, c'est intéressant. Le président le plus intéressant d'Afrique, le président le plus diversifié dans ses choix, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a fait un voyage très intéressant dans un pays africain pour aller apprendre des choses. C'est un président évidemment très intéressant dans sa particularité, un homme marié à 2 femmes, officiellement. Je pense que ça tue les stéréotypes que les gens mariés à plusieurs femmes sont des gens absolument stupides ou les gens qui ne comprennent pas la vie. Ou qu'on ne peut pas être heureux en étant marié à plusieurs femmes. Ou on ne peut pas être heureux vivant dans une situation, dans un mariage polygame. C'est quand même malade. Hein. J'entendrai beaucoup de gens vous dire, oh, les gens sont malheureux dans la polygamie. Mais est-ce qui vous a dit que tout le monde était heureux dans la monogamie? Tous les monogames que vous connaissez sont heureux et leurs enfants? Absolument pas. Il y a des gens qui vivent dans la monogamie, mais qui sont malheureux. Voilà pourquoi il y a des divorces. Et la grande majorité des divorces sont influencés, pulsés par des femmes. Faut le dire. Pendant ce temps, il y a d'autres femmes qui vivent heureusement dans leur polygamie. En fait, moi, je pense que c'est positif parce que, quelque part, vous n'êtes pas sous pression de votre mari de faire tout ce qu'il faut en tant que femme et tout le bazar. Il vous met pas la pression en attendant que vous fassiez tout ce qu'il faut faire comme une superwoman. C'est-à-dire, certaines histoires, il va chercher sur la femme 1, d'autres histoires, il cherche la femme B. En tout cas, bref. On rentre dans notre histoire. Le président Bassirou Diomaye Faye a fait un voyage à Kigali pour aller rencontrer son homologue rwandais. Alors, après avoir fait ce voyage, il a aussi fait quelque chose de très intéressant. Le président sénégalais est parti apprendre du Rwanda sur comment établir certaines histoires qu'il va implémenter au Sénégal. Alors, parti à Irembo, dans le quartier général, le headquarter de l'entreprise, le président sénégalais est parti pour comprendre comment est-ce que le Rwanda a pu digitaliser 150 services publics pour sa population. C'est-à-dire le Sénégal a pour objectif de créer un système où tout le monde pourra faire ses demandes, en tout cas discuter directement avec le gouvernement à travers une application technologique. Donc les demandes, au lieu de partir dans un bureau, discuter avec une femme qui est probablement très impolie, parce qu'on en voit très souvent, les femmes dans les offices publics qui sont très impolies, très irrespectueuses, les hommes aussi d'ailleurs, qui quelquefois vous regardent avec dédain et mépris, et si vous osez dire quoi que ce soit, après qu'il vous ait fait attendre pendant 5 heures en train de jouer à son téléphone, elle vous dit, monsieur, vous ne m'apprenez pas à faire mon job. Et risque aussi de vous faire attendre pendant des jours, si pas des semaines, pour recevoir le service que vous désirez, parce que vous avez essayé de rectifier la donne en lui demandant de vous servir le document dont vous avez besoin. Ça, c'est une généralité en Afrique. Vous partez dans un bureau comme ça, même dans des bureaux des agents de voyage, les compagnies d'aviation. Vous allez changer votre date de voyage, disons, madame, je voudrais rentrer en Belgique le 17. Elle vous demande pourquoi tu veux rentrer le 17. Pourquoi vous voulez changer? Mais madame, ça ne vous regarde pas. Non, moi j'ai acheté mon billet pour que toi tu me dises quand est-ce que je peux changer ou pas. Oh non, c'est la politique de l'entreprise. Mais madame, attendez, calmez-vous. Même le blanc, le propriétaire de l'entreprise, pour la plupart des cas, n'est pas aussi impoli. C'est ça les situations dans lesquelles beaucoup de personnes se retrouvent. Alors, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Le Sénégal a pour objectif de commencer ce qu'ils appellent Horizon 2034. Ok, vers 2034, le Sénégal a investi 2 milliards de dollars dans la digitalisation des services gouvernementaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous avez besoin de quoi que ce soit relatif au gouvernement, vous n'avez plus besoin de partir physiquement au bureau. Vous désirez par exemple un certificat de naissance, un certificat de mariage, un certificat de décès, vous pouvez faire la demande sur l'application directement et on vous le renvoie en moins de 24 heures. Vous voulez faire une demande ou un remplacement de carte d'identité, vous le faites sur l'application directement. Vous voulez faire une demande de passeport, vous le faites en ligne. C'est comme ça que ça fonctionne au Rwanda. Service d'identification pour réfugiés, pour ceux qui partent devenir réfugiés chez les gens. Vous voulez faire en ligne, pas besoin de partir au bureau. Vous voulez faire une demande de permis de conduire, ok, provisoire ou définitif, vous le faites en ligne. Vous voulez faire une immatriculation ou transfert de véhicule après l'avoir vendu à une tierce personne. Paiement des amendes de circulation. Vous voulez enregistrer ou renouveler votre assurance santé. Faire une demande ou un transfert d'établissement de santé. Vous voulez faire un transfert foncier après avoir acheté une maison ou enregistrer un terrain, vous le faites en ligne. Donc tout ce qu'il y a comme service, plus besoin de partir physiquement pour aller faire la demande. Et le Sénégal a compris que ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne en Chine. Le Rwanda l'applique. C'est un système technologique avancé qui met entre vos mains 150 services de l'État. Donc plus besoin de partir au bureau, fil indien, 500 personnes en train d'attendre. Et on commence à choisir les gens selon les tribus. Ça ne se fait pas. Donc le Sénégal a compris, quelquefois dans la vie, il faut aller chercher chez le voisin. Si pas le voisin, en tout cas, le frère. Parce que le frère n'est pas nécessairement le voisin. C'est comme ça. Bon, évidemment, vous savez, quand vous voyez ce genre de système, il y a des avantages, il y a aussi des risques. On va essayer de voir quels sont les avantages et les risques dans cette histoire. Avantage numéro 1, il y a accessibilité des services 24 heures sur 24. C'est pas comme s'il faudrait partir dans le bureau de contribution seulement de 9h à 14h. Parce que d'ailleurs, quelquefois, vous partez à 9h, ils sont pas encore arrivés. Vous y allez à 16h, ils sont déjà partis. Donc, vous êtes obligé de supplier, d'appeler, de chercher quelqu'un qui connaît quelqu'un dans l'office ministériel pour vous. C'est ça. Donc, vous le faites directement en ligne. 24 heures plus tard, vous avez le document dont vous avez besoin.
Donc vous avez plus d'accessibilité, ça devient facile. Ceci élimine évidemment les déplacements inutiles, les files d'attente et les citoyens peuvent faire des demandes, payer des frais, suivre leur dossier en ligne. Donc le dossier a quitté le bureau du secrétaire, le dossier est parti dans le bureau du traiteur, vous savez exactement à quel point vous arrivez. Deuxièmement, il y a la transparence. Nous savons tous comment les choses fonctionnent en Afrique. Okay? Les choses qui sont officielles ne sont jamais officieuses. Vous partez dans un bureau par exemple pour récupérer un document, on vous a déjà fait payer le frais de 50 € par exemple. Mais quand vous voulez récupérer le document, il faut payer plus que 50 € pour avoir le document en main. Sinon, vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas officiel, mais c'est comme ça. Et tout le monde le sait, on a normalisé cette situation. C'est triste de voir une société normaliser ce qui est illégal. Ce qui est illégal est illégal. Et c'est ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays africains n'évoluent pas. Ils sont toujours en arrière. Parce qu'on a normalisé l'illégalité. Ils se disent, bon, voilà, c'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Évidemment, il faudrait que le gouvernement fasse ce que le gouvernement a à faire. Il doit d'abord avoir un gouvernement sérieux, un gouvernement d'hommes sérieux pour faire fonctionner les choses. Sinon, ça devient compliqué. C'est-à-dire, on élimine directement les files d'attente, le besoin de supplier et tout ça. Numéro 2, on annule la corruption. Donc, plus besoin de chercher un middleman. Il y a des pays ici, si vous proposez ce genre d'histoire, ils vont refuser catégoriquement. Parce que beaucoup de personnes perdront de l'argent, ils perdront leur façon de contrôler le monde et contrôler les situations. Donc, deux avantages. Premièrement, les services sont entre vos mains 24 heures sur 24. Secondo, on tue la corruption, on tue le middleman, on tue le personne au milieu. On tue ainsi le favoritisme grâce à des pistes d'audit claires. On sait, le dossier de monsieur est entré quel jour, ça a été traité quel jour, c'est fini quelques jours après. Ce n'est pas parce que tu as un problème avec une personne qui travaille dans le ministère, dans ce cas, votre dossier est bloqué. Vous ne savez pas le dossier est bloqué où. On peut traquer directement et voir. Alors, comme on disait évidemment, il n'y a pas seulement la positivité, il y a aussi des risques. Quels sont les risques potentiels dans un tel système? Il y a des problèmes de confidentialité. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme données est centralisé. On ne sait pas. C'est stocké où exactement? Et l'utilisation se fait comment? Le partage se fait avec qui? Des dossiers privés. Les informations sensibles telles que vos numéros d'identification, vos dossiers médicaux et autres choses peuvent être exposés dans les cas de piratage par exemple. Le deuxième souci, c'est le manque de responsabilité en cas de décision négative. Pourquoi? Parce que les décisions sont automatisées. Donc, il y a un manque de responsabilité sur les décisions automatisées. Ça sera fait automatiquement par un système AI, certainement, pour voir si vous méritez d'avoir ce prêt venant de la banque ou d'une institution gouvernementale pour avoir une maison. Ça se fait automatiquement. Peut-être que vous avez des raisons pour lesquelles vous n'avez pas payé les taxes. Mais avec ça, il faut parler avec un humain. C'est-à-dire, il y aura des difficultés. Quelquefois, dans les urgences, on ne saura pas immédiatement renverser la vapeur. Numéro 3, la dépendance excessive des technologies. Okay, en cas d'urgence, par exemple, ou de panne de système, qu'est-ce qui va se passer? Il faut des alternatives manuelles. Okay, comme dans le passé, il faut que ça fonctionne. Il faut garder ça, il faut une redondance qui fonctionne. C'est ça. Le danger, évidemment, c'est aussi la confidentialité et surveillance. Irembo est centré sur la prestation des services de confiance. C'est un peu très similaire à ce qui se passe en Chine. Mais en Chine, évidemment, le modèle est autoritaire. Ils intègrent les infrastructures de surveillance étendues. Bon, jusque-là, c'est comme ça. Mais est-ce qu'au futur, si le gouvernement voulait, le gouvernement ne peut-il pas intégrer les infrastructures des surveillances? On sait exactement ce que tu fais, on a tout ce qu'il y a comme dossier, comme données de ta vie, on sait comment tu as bougé, qu'est-ce qu'il y a dans ta santé et tout le bazar. La deuxième nouvelle très intéressante pour le Sénégal, c'est que le Sénégal et le Kenya viennent d'ouvrir leurs portes. Le Sénégal et le Kenya viennent d'ouvrir leurs portes, visa free. Nous sommes heureux d'annoncer la conclusion d'un nouvel accord d'exemption de visa qui permettra aux citoyens des deux pays de voyager sans visa pendant une période allant jusqu'à 90 jours. C'est-à-dire le Sénégalais peut voyager au Kenya sans avoir besoin de visa. Le Kenyan peut partir au Sénégal sans difficulté pendant au moins 90 jours. Bravo. Voilà ce qu'on veut voir. Voilà ce qu'on veut voir. Le Sénégalais généralement est une personne respectable. Nous sommes certains qui ne partiront pas au Kenya pour faire des choses illégales. De même pour les Kenyans qui sont généralement des gens très généreux, très gentils et sympathiques. Voilà donc une opportunité, une belle opportunité pour mes amis sénégalais. Si vous n'avez jamais voyagé, vous n'avez jamais été au Kenya dans le passé, c'est un pays très très intéressant. C'est un pays anglophone qui regorge beaucoup d'éléments qui peuvent vous ouvrir l'esprit. Comme je l'ai dit dans le passé, je le dis encore une fois, on ne peut pas prétendre connaître l'Afrique si on n'a jamais été dans un pays anglophone. Et on peut avoir certainement du mal à comprendre le monde si on n'a jamais vécu pendant 2 ans dans un pays anglophone. C'est ça, c'est l'école. Le pays anglophone, c'est comme l'université. Ah oui, on peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément des comparaisons des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Donc quand vous vivez dans la francophonie, c'est une mentalité francolâtre, francophone, une mentalité différente d'ailleurs.
Et les gens ont tendance à dire que les Africains sont comme ça. Non, les Africains ne sont pas comme vous identifiez là. C'est vous, vos Africains qui sont comme ça. Les Africains sont très différents. Dans certaines parties de l'Afrique, les gens ont tendance à insulter, dire des bêtises, n'importe quoi, en public, sans se gêner. Ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même culture que vous voyez en Afrique de l'Est, par exemple. Les gens ne peuvent pas parler comme ça, c'est un manque de dignité. Une femme insultée, mais c'est de la crasse, et c'est une réalité, c'est la crasse. Pendant que dans d'autres endroits, les gens le font terriblement facilement. Je pense que c'est important d'aller jeter un coup d'œil, aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà ce que c'est. Le président Bassirou Diomaye Faye est parti au Rwanda pour apprendre. Évidemment, s'il est parti au Rwanda, monsieur n'est pas stupide, il a compris qu'au Rwanda, les choses fonctionnent. Il faut le dire. Monsieur a compris que ça pourrait être bénéfique à son pays, à lui. Donc, il va aller au Rwanda pour apprendre ce que les Rwandais font, afin de pouvoir instituer aussi, commencer son programme personnel où on a investi 2 milliards de dollars. Ça s'appelle Horizon 2034. Le Sénégal compte mettre pour digitaliser ses services permettant aux Sénégalais de pouvoir vivre une vie meilleure. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.